Monsieur Croissy, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en armes anciennes et souvenirs historiques. En quoi cela consiste-t-il? Ça regroupe tout ce qui a rapport avec des faits historiques et les armes anciennes principalement, mais ça peut comprendre des tableaux, des miniatures ou des objets d'art autres, mais qui ont une appartenance particulière. Vous avez voulu nous présenter plusieurs pièces pour illustrer votre spécialité. Je vois sur la table des épées, je crois. Absolument. Ce ne sont pas les choses qu'on voit le plus souvent, mais les épées sont mal connues. Donc j'ai choisi un ensemble d'épées, pour la plupart qui racontent une petite histoire ou une grande histoire. C'est intéressant d'en parler et de montrer un petit peu ce qu'on peut trouver, la diversité qu'on peut trouver dans ces modèles. Il y a des modèles qui peuvent être des symboles politiques ou des épées de propagande, entre guillemets, déjà à l'époque où ça se faisait. Et mon thème, ce n'est pas les épées classiques militaires, c'est plutôt les épées, ce qu'on appelle les épées à clavier. C'est-à-dire, contrairement aux épées militaires qu'on continuait à être encore de la forme du XVIIIe, avec un plateau rond, mais qui était mal pratique. Et les officiers, vers la fin du Directoire, consulat et le début de l'Empire, ont préféré porter en ville ou en sortie ce genre d'épée, qui était beaucoup plus maniable, avec c'est ça les claviers, c'est donc un plateau rabattu. Et la plupart, on a coupé l'arrière, il n'y a plus ce double plateau comme au XVIIIe, ce qui permettait de porter ça sans gêne, avec un petit baudrier, et on pouvait porter ça en ville, dans un palais. Et la fonction de ces épées était-elle décorative? Est-ce qu'ils s'en servaient? Alors, ils pouvaient s'en servir, c'était plutôt pour diriger, c'était un symbole. Mais ils s'en servaient très peu, Ce n'étaient pas des armes de guerre, c'était des armes de fonction, des armes pour montrer leur dignité, pour dire que ce qu'ils faisaient, c'était un militaire, soit un diplomate. Et par exemple, là, c'est une épée qui a été faite pour une représentation pour la Confédération du Rhin, où on retrouve cette médaille qui a été gravée à l'occasion en 1806 pour cet événement. Et le fourbisseur a repris la médaille pour la mettre sur une épée pour symboliser cet événement. Et ça, c'est très politique et c'est même en même temps de la propagande. Voilà. Et pour agrémenter la chose, on a mis une petite aigle ici pour bien montrer le régime. Une épée, vous avez le clavier, vous avez la branche de garde, vous avez le pommeau, et vous avez la poignée, ce qu'on appelle la fusée. Voilà. Là, il y a ce qu'on appelle aussi un quillon. C'est en fin de compte, c'était une protection pour se protéger des coups de sabre. Voilà. Mais l'important sur ce type d'épée, c'est le clavier qui raconte l'histoire, toujours. Cette épée, donc, elle a été faite à l'occasion de la Confédération du Rhin, qui a eu lieu le 12 juillet 1806. C'est Napoléon qui a voulu former cette confédération avec des princes allemands qui s'étaient alliés au Premier Empire. Et ils ont prêté un serment d'allégeance à l'empereur, et c'est ça qui a été commémoré. Et c'est pour ça que vous parlez de propagande. Absolument, absolument. Parce que c'est une épée qui est extrêmement rare, c'est-à-dire ce motif est extrêmement rare. Je pense que c'était quelqu'un qui était très fier de faire partie de cette confédération et qui a voulu se faire une épée. Elle a été décrite dans le cahier des dessins du fabricant qui s'appelait Fournera. Il était tellement fier de cette épée qu'il l'a dessinée, elle est dans son catalogue. Au niveau authenticité, une épée, on reconnaît s'il n'y a rien eu de fait, par la qualité, voir on a pu changer une garde qui a été ressoudée, ou changer un pommeau. On le voit avec l'allure générale, la façon dont c'est monté. Tous les éléments ils tombent bien, s'il n'y a pas un truc qui part en biais, Et puis, il y a une question d'homogénéité. Vous voyez là, celle-ci, elle est presque neuve. On voit bien qu'elle est très homogène. La lame, je vais vous la montrer parce qu'on en a parlé. Voilà. Les lames étaient bleues et dorées. C'était des lames triangulaires, vous voyez, qui quelquefois étaient signées, mais celle-ci, il y a juste des initiales, c'est marqué ISB. ISB, c'était les initiales d'un fourbisseur. C'était fait à Solingen. Il y avait deux grandes manufactures, c'était Solingen et la principale, la française, c'était les Coulot frères qui étaient à Klingenthal. Klingenthal, c'est une petite ville qui est tout près de Strasbourg. Et Klingenthal, ça veut dire la vallée des lames. Donc vous aviez
Là-bas, vous aviez une espèce de grand torrent, une grande petite rivière, qui faisait marcher les martinets. Ce qu'on appelle les martinets, c'était pour forger, pour les lames. Et donc, toutes les lames étaient fabriquées là-bas. Quasiment, c'était le grand fabricant pour la France. Et le bleuis doré, ben, c'était bon, la dorure, c'était classique, et le bleuis, c'était chimique. On faisait ça avec des bains de sel. C'était tout un processus à certaines températures, tremper ça dans des bains pour arriver à avoir cette belle couleur. Donc cette lame, mécaniquement, elle a une partie qui s'appelle la soie, qui est une partie qui prolonge d'ici, qui est fine, qui rentre à l'intérieur de la fusée, parce qu'en dessous la nacre c'est du bois, et qui ressort ici pour fixer le tout. Et vous voyez ici ce qu'on appelle la rivure. En fin de compte, c'est l'extrémité de cette soie qui permet de tout tenir. Et alors, je vous parle de ça parce que, en fonction de cette rivure, on arrive à voir si la rivure est d'époque ou elle ne l'est pas. Parce que si on veut la changer des éléments ou la réparer, il faut la démonter. Donc il faut repercer ou limer cette rivure. Rallonger là, vous voyez, c'est très compliqué. Et donc ça déjà, on voit tout de suite une rivure qui a plus de 2 siècles, ou une rivure qui a été faite il n'y a pas longtemps, ou même une qui a été faite il y a 50 ans, ça se voit quand même. Vous avez parlé tout à l'heure de catalogue, d'illustration. Est-ce que vous pouvez nous en montrer quelques-uns? C'est un cahier de dessin d'armes blanches, à l'usage, vous voyez, de l'état-major et militaire, par Fournera, le fameux Fournera, fabricant à Paris. Vous voyez, les rues de Perpignan. Et ça, c'était son catalogue. Et quand on regarde, on voit toutes sortes d'épées. Alors, avec la nomenclature, vous avez des épées. Vous voyez, vous en avez, ça c'est des modèles plutôt argentés. Vous avez des sabres. Alors, les dessins sont assez frustres quand même. Ce n'est pas des dessins de grande qualité, mais ça permettait à l'officier d'avoir une idée. Et pour certains, par exemple, ils présentaient par exemple ce sabre-là. Il y avait 2 fourreaux. Non, c'est celui-là et celui-là. Et il y avait des variantes de la garde avec des éléments plus ou moins rapportés. Si la personne disait « Ah, je voudrais celui-là », « Ah, mais j'aimerais mieux plutôt ce fourreau-là ou ce fourreau-là », avec cette garde-là. Alors l'épée que je vous ai présentée tout à l'heure, la Confédération du Rhin, vous voyez l'épée là. Là, le motif est vierge et voilà ce qui est proposé. Voilà le médaillon, le fameux médaillon avec la médaille qui venait ici s'incruster. Mais éventuellement, on pouvait demander autre chose, hein, parce que c'est un modèle qui est connu. Vous pouviez avoir un trophée d'état-major, il fallait faire la demande. Ça, il appelle ça nouveau modèle, épée clavier nouveau modèle. Il y avait un fourbisseur qui s'appelait Audiomars, son nom c'était Dupont, qui a fait la même chose. Alors c'est amusant, vous voyez, fabricant d'armes blanches, fait toutes sortes d'épées, d'argent, d'acier, doré et poli, d'or, rapport incrusté en damas, doré. Le tout à juste prix, ça c'est très important. Et la même chose, vous voyez, vous retrouvez voilà, toujours les modèles avec les coquilles, avec tous les modèles. Vous remarquerez qu'il y en a une ici aussi avec le portrait de l'empereur. Oui, cette épée est une épée intéressante parce qu'elle montre un fait historique, c'est la clémence de l'empereur Napoléon auprès de la duchesse d'Asfeld. Ça se passe, c'est en 1806 au mois d'octobre, exactement le 29 octobre, alors que Napoléon était à Berlin. Le prince d'Asfeld a, si vous voulez, communiqué des renseignements à l'ennemi. Donc sa femme, la princesse d'Asfeld, qui était une femme qui adorait son mari, est allée voir l'empereur. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour arriver à l'audience. Elle s'est même évanouie entre-temps avant d'arriver. Elle s'est mise à genoux, elle a pleuré. Elle a dit « mais c'est une erreur, c'est pas possible, mon mari n'a pas pu faire ça ». L'empereur lui a tendu la lettre, elle lui a dit « lisez ». Elle a lu la lettre et à la fin, elle a regardé l'empereur, elle a dit « oui, c'est bien l'écriture de mon mari ». Et ça l'a touché. Il a eu pitié, il a dit « jetez cette lettre au feu, il n'y aura plus de preuves. Donc comme ça, votre mari il sera libéré ». Et ça, c'est un événement qui a fait beaucoup de bruit. Il y avait beaucoup de témoins qui ont écrit dans des mémoires, tous les officiers qui étaient là.
Et ça a été commémoré et ça a servi vraiment de propagande. Même l'empereur, il a fait un courrier à Joséphine où il parle de cette affaire. Alors là, sur cette épée, sur le clavier, vous voyez l'empereur avec la duchesse d'Asfeld presque agenouillée avec la lettre et elle est en train de la jeter dans le feu, dans la cheminée. Cet événement, il a été très, très médiatisé à l'époque. Il y a eu des tableaux, il y a eu des gravures, des dessins. Alors je vais en montrer une autre. C'est une épée de membre de l'Institut d'Égypte, dite de membre de l'Institut d'Égypte. Quand Bonaparte était parti en Égypte, donc ils avaient créé un institut, il était parti avec de nombreux savants. Et il y a un modèle qui a été créé spécialement pour ces gens-là, avec un modèle égyptien. Le personnage qui a porté ça, il n'était pas forcément à l'Institut, parce que cette épée a eu une grosse vogue. Ça a plu beaucoup. Et de nombreux officiers qui ont participé à la campagne d'Égypte. Avec le temps, eh ben, ils ont voulu porter une épée qui rappelle l'Égypte. Et elle a été fabriquée, tous les fourbisseurs en ont fait, et c'est pour ça on en voit plus que de gens qui étaient à l'Institut, ça c'est certain. Y avait-il des fourbisseurs plus célèbres, plus valorisés que d'autres? Ah oui, absolument, absolument. Là, exemple, la première, là, vous avez Fournerat. Fournerat, c'était un fabricant à Paris, un fournisseur à Paris, qui était très à la mode et qui a fait des choses très très belles. Vous en aviez d'autres. C'était le plus grand fourbisseur, c'était même plus qu'un fourbisseur, qui s'appelait la Manufacture de Versailles, et qui était vraiment la manufacture la plus importante. C'est là que Bonaparte puis Napoléon faisaient fabriquer toutes les armes de luxe pour offrir soit des personnages, des généraux, des maréchaux, ou alors pour faire des cadeaux diplomatiques. Deux épées plutôt classiques. Là, vous avez le pommeau en forme de casque. Vu le casque et le nombre de plumes dessus, ça devait être un baron ou un comte. Et là-dessus, vous avez une scène de l'Antiquité. C'est le serment des Horaces, le serment des trois Horaces. Et ça a été très, très couru aussi. Il y en a vraiment beaucoup. Une autre du même type. Alors, vous voyez, là le pommeau, c'est une tête de lion. C'est Hercule se battant avec le lion de Némée. C'est la scène où il se bat avec le lion. Alors c'est un petit peu militaire, ça montre la force, la puissance, et c'est vraiment un symbole qui a été beaucoup repris. Une autre qui est, elle, tout à fait différente. Celle-ci est en argent. C'est une épée qui a été faite à l'occasion de la création d'un ordre, d'une décoration. C'est l'ordre de l'Union. C'est Louis Bonaparte, le frère de Napoléon, qui a été roi de Hollande, qui a créé un ordre. Et ce motif-là, c'est le motif de l'ordre de chevalerie. Alors on retrouve l'abeille, parce que pour honorer son frère. Ici, toutes les flèches croisées, c'est la Hollande, c'est les différentes régions. Et puis là, le lion qui sort des flots, c'est l'emblème de la Hollande. Et ça, c'était des épées qui étaient portées par les dignitaires de l'ordre. Voilà, les dignitaires, il y avait une épée spéciale. Je vais vous montrer quand même quelque chose sur celle-ci qui est important, c'est qu'à l'arrière, elle était signée l'orfèvre qui s'appelait Truffino, qui était l'orfèvre du roi Louis de Hollande et qui était à Amsterdam. Alors, je vais vous présenter une autre épée qui est intéressante, mais ça, c'est vraiment une épée de la propagande. Vous voyez le buste de l'empereur avec un petit aigle au-dessus, il est dans une couronne de laurier. C'est un grand classique. On a tendance à dire qu'éventuellement c'était des épées d'officiers de la garde impériale, mais bon, il n'y a rien de sûr. Mais c'est vraiment l'image de l'empereur qui est vraiment mise en exergue. Alors celle-ci a double titre parce que vous avez l'aigle. Alors ça, c'est évidemment, c'est le symbole de l'Empire. Vous avez l'abeille. Alors cette épée vraiment affiche la couleur. Le personnage qui portait ça, il était vraiment pour l'empereur et défendait son idée. Les deux dernières épées que je présente, c'était simplement, on en a parlé tout à l'heure, du fourbisseur René-Nicolas Noël Boutet, de la Manufacture de Versailles, qui lui a fait des pièces vraiment d'une qualité exceptionnelle. Vous voyez, là vous avez un clavier classique avec une minerve dans une couronne de chêne. De chaque côté, chevaux marins et les éléments sont rapportés. On est dans la grande qualité. Alors cette épée est un modèle assez connu, l'empereur en a porté. C'est des épées qui sont d'une grande beauté, mais qui sont extrêmement fragiles.
Donc, quand on a une épée comme ça en sportif, il faut regarder si tous les aimants sont bien d'origine et qu'il n'y ait pas eu des réparations. Parce que vous voyez, par exemple, le pommeau là, avec le petit dauphin qui part, ça fait, le petit dauphin, il fait corps avec cette pièce-là, avec le pommeau. Donc effectivement, ici c'est très très fin, l'endroit où la garde elle s'encastre ici, c'est d'une fragilité extrême. Et souvent ça arrive que ce soit cassé là ou ici. Donc voilà, déjà, il faut première regarder ça, voir si tous les éléments sont bien d'origine. Et vous voyez, la finesse de cette épée, elle est d'une qualité exceptionnelle de ciselure, ce qui est la caractéristique de Bouteille. Les éléments sont rapportés, c'est-à-dire que le fond est doré, est polyglace, et les éléments sont plutôt mat et posés dessus pour donner cet effet de relief. Les éléments sont montés à l'aide de petits rivets. Je ne sais pas si vous voyez tous les petits rivets qui sont en dessous pour fixer. Voilà. Et ça, c'est un grand classique chez Bouteille. Beaucoup de ces armes sont montées avec des éléments comme ça. Et c'était fait avec une extrême précision. Quelque chose d'autre d'important, c'est ces fusées qui ont été faites par Bouteille. C'est-à-dire, au lieu de faire 2 plaquettes de nacre comme les autres, avec les pièces du côté, ça s'appelle des tigelles. Au lieu d'avoir 2 grosses tigelles et des plaquettes plates, il en a fait à 6 pans. C'est-à-dire, il y a 6 plaques de nacre qui sont réunies par des petites tigelles très simples, qui donnent un effet beaucoup plus élégant, beaucoup plus beau. Et ça, c'est typique de ce type d'épée. Les épées de Versailles étaient toutes signées à l'arrière. Et la dernière, j'ai changé un petit peu. C'est une épée, mais nous on appelle ça plutôt des glaives. Donc là, le clavier a disparu, mais vous voyez, la croisée est formée par l'aigle du régime. Alors ça, c'est vraiment l'épée qui parle, hein, vraiment le régime. Là, on est vraiment très politique. Hein, après, sous Louis XVIII, après, on aura les armes de France ici. Mais là, vraiment, c'est l'épée très politique. Et ça, c'est aussi une fabrication de la manufacture de Versailles, qui est un modèle qui a été fait dans différents métaux. Les plus belles qui ont appartenu à l'empereur ou à son frère ou ses frères, bon, il y en a en or, en vermeil, avec des pierres précieuses. Voilà. Là c'est un modèle classique d'un dignitaire, mais bon, c'était pas celle des princes ou du roi. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que les épées ont pu prendre des formes tout à fait différentes. Et là, on est resté uniquement dans les épées qui ne sont pas vraiment des épées militaires, des épées qui racontent une histoire. Et puis, on est resté dans une époque très restreinte. On part là, dans celle que j'ai présentée, on part de 1806 jusqu'à 1814 à peu près. Voilà. C'est un éventail très très court.